Vous avez l'air studieux. Nos urbanistes sont proches l'un de l'autre, mais pas ensemble. Ils ont le sourire, ils ont raison de l'avoir, même si c'est un rude et difficile métier, parce que il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit du projet de la ville de Nancy, mais surtout du projet de la métropole, puisque l'urbanisme est aujourd'hui une compétence pleine et entière de la métropole. Heureusement d'ailleurs, parce que ce ne sera pas toujours facile de rémunérer ce qui se fait sur chacune des communes. On est donc bien dans une sorte de retour rétrospectif, parce que si nos urbanistes sont là aujourd'hui, c'est parce que, avec tous les acteurs de l'habitat, de la construction, les élus aujourd'hui, ils sont l'expression visible, en quelque sorte, de décisions souvent très anciennes. Et je crois qu'il faut, en urbanisme, souvent, vous me l'avez appris, raconter une histoire, un lien, un fil de vie, et puis savoir s'entourer, savoir parler, savoir réfléchir, savoir communiquer. Madame, et merci de nous apporter ce soutien. Savoir aussi dans quel territoire on s'impacte. Alors vous avez parlé du Grand Est, mais de Bâle à Givet, effectivement, il y a beaucoup de monde, souvent des gens plus riches que nous, mais aussi des gens qui, avec nous, constituent ce cœur d'Europe, qui est aussi, j'ajouterais toujours, moi quand je vois mes amis qui dirigent politiquement le Grand Est, parler un peu de l'Europe, parce que c'est vraiment fondamental. On ne peut pas être de Bâle à Givet sans se sentir plus européen que les autres, inculquer une culture européenne, et partant de là, accroître la force, le rayonnement et l'attractivité du territoire Grand Est. Sinon, pris isolément, un certain nombre de parties du Grand Est ne sont pas des pépites extraordinaires de la République, donc il faut bien trouver une plus-value. C'est aussi à vous de nous l'apporter, de la présenter, de la faire connaître aux habitants du Grand Est. C'est logique, le Grand Est, sous l'égide Est, c'est pas toujours apparemment logique sous l'angle des territoires. L'Alsace s'est beaucoup remuée, les départements, pas forcément les grandes villes, les départements alsaciens se sont remués, je ne sais pas ce qu'ils en tireront, peut-être un regard plus ouvert, une reconquête, je dirais, des départements dans l'espace politique, ce qui n'est pas tout à fait partout pareil, et la nécessité aussi de voir ce qu'il est possible de faire, surtout de ne jamais oublier ce qui existe. Nous sommes par exemple en Lorraine, porteurs d'une université de la grande région, avec la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg et la Belgique. Et en ce moment, c'est le président de l'université de Lorraine qui préside, et je peux vous dire qu'il y a là un niveau d'interaction universitaire, de formation, tout à fait intéressant. Alors, le Grand Est, c'est aussi des grands axes de circulation. Des grands axes de circulation, on a quelques soucis avec l'État, quand on parle du Grenelle des mobilités, notamment en Lorraine sur l'axe nord-sud. On a fait beaucoup d'études, beaucoup de réunions sur l'A31, mais pour le moment, aucune décision. Aucune décision. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Il y a une chose qui marche bien, c'est peut-être la moins connue, c'est l'ensemble des ports sur la Moselle canalisée, depuis 9 maisons jusqu'à Thionville et au-delà, bien sûr. Il y a 12 ports publics et privés qui sont rassemblés dans une SEM, et je pense que là, il se fait un très très bon travail. Quant à la voie ferrée, nous demandons un RER entre Nancy et Luxembourg. On en parle beaucoup. On a un nouveau président de la SNCF qui connaît bien toutes ces questions, puisqu'il était président de société de transport de la SNCF, c'est-à-dire
ceux avec lesquels nous travaillons à Nancy. Le passage, c'est comme l'accouchement, le passage est un peu difficile, il faut matroner tout ça, et on va y arriver, mais les habitudes ancrées, les comportements, la non-lecture des informations, que ce soit virtuelles ou écrites par les usagers, les différentes tranches d'âge des usagers, ça donne un melpote aujourd'hui tout à fait représentatif de la difficulté de gouverner. Notre pays est très difficile à gouverner, très difficile. Et il y a une mentalité, il y a un refus, je dirais, de se plier, des formes, je dirais, de négation de l'intérêt général. Or, pour faire un grand dossier d'urbanisme, il faut une concordance indispensable avec l'intérêt général. Et c'est certainement là le plus difficile, faire admettre que ce n'est pas simplement du fric qu'on file aux entreprises, comme on nous le dit quelquefois, même si c'est vrai, rien n'est gratuit, mais c'est aussi un morceau de ville, et pas un morceau isolé, c'est un morceau qui concourt à un territoire. Alors des fois on est servi par les circonstances, et vous verrez tout de suite le rapprochement avec les sujets qui sont traités. Quand j'étais étudiant, j'habitais Cèdre Bleu, au 13e étage. J'avais déjà une vue exceptionnelle sur la ville d'en bas, mais j'avais déjà fait un peu de politique, j'avais créé une structure regroupant toutes les associations du plateau. On ne l'appelait pas encore tout à fait comme ça. Pour les gens de Nancy, c'était le Haut-Dul. Mais on avait fait tellement de bruit que les élus de l'époque à Nancy, qui connaissaient si mal ce quartier, avaient dû fretter un autobus pour venir le visiter. C'est vous dire combien tout cela était admis, partagé, et non pas simplement un corps exogène qui se construisait là-haut. Donc la bonne connaissance personnelle de ce territoire fait que monsieur l'urbaniste du plateau, qui était aussi urbaniste entre Meurthe et Canal, nous apprenons mutuellement des choses, mais ça veut dire qu'il faut bien connaître le terrain, l'humus social, il faut bien connaître l'environnement, la reliance de chacune de ces aires urbaines avec le reste de la ville ou de l'agglomération, et c'est une des conséquences importantes de la manière de justifier et d'expliquer. Sur Meurthe et Canal, c'était plus subtil, je n'étais pas du tout de ce quartier, et quand j'ai été élu conseiller municipal pour la première fois en 1983, c'était le quartier de la pauvreté, c'était un quartier où il ne se passait rien, il y avait des inondations. On m'a dit, tiens, toi qui arrives, là, tu vas le découvrir. Et c'est comme ça que j'ai été désigné, après un tri sélectif que je vous ai résumé, pour aller animer la commission de quartier de ce secteur. J'avais des amitiés solides, des gens qui m'ont expliqué. Mais là aussi, ce qui m'a amené d'ailleurs en 86, lorsque nous avons eu les moyens d'engager des choses, à faire du traitement des rives de Meurthe et de la lutte contre les inondations. L'hiver 82-83, pendant la campagne électorale, il y a eu 3 inondations majeures, et notre adjoint aux affaires financières, Roland Moine, qui se baladait sur un bateau, a failli se noyer pour de bon. C'est vous dire qu'il y avait beaucoup d'eau, et une fois de plus, 3 inondations dans la même année. Je me suis dit, dès que je suis entré au gouvernement en 86, il faut un vrai projet, il faut s'intéresser à la Meurthe, et il faut traiter la crise première, parce qu'on ne pourra rien faire
tant que le problème de la Meurthe et sa régulation ne seront réglés. Vous voyez donc que l'élu, c'est pas un être hybride, c'est quelqu'un qui peut connaître, qui doit connaître, et si il ne connaît pas, il doit pour le moins, ça arrive quand il y a des changements d'équipe, s'entourer, assurer la transition des connaissances. Il ne peut pas y avoir de rupture dans un grand projet urbain. C'est la pire des choses. En disant « Oh, ça, c'est pas beau, vous allez voir ce que moi je vais faire », eh ben, j'attends la catastrophe. Hein, parce qu'il y a une unité, il y a une stratégie, il y a une puissante concertation au départ, dont se souviennent peu les gens d'aujourd'hui, et c'est là peut-être où il faut être très attentif, notamment à travers la communication, de renouveler les critères de l'adhésion, le processus de l'adhésion, parce que tout élu qui arrive, il a envie d'exister, et on peut être amené à prendre des décisions contre-performantes. Donc cette adéquation entre l'élu, la connaissance minutieuse des terrains, pas simplement géographiques, les ressorts profonds, intimes, je dirais, et ça existe partout. Quand on s'est intéressé à la ville vieille, que d'aucuns voulaient démolir, à une époque, il faut savoir ça, aujourd'hui tout le monde s'esbaudit le week-end en ville vieille, etc., mais il y a eu des projets de démolition de la ville vieille. Quand vous voyez en face l'hôpital, le CHU, j'ai visité des maisons vides, bien sûr, mais dans lesquelles il y avait 30 cm de fumier. Si vous voulez. C'est dire que la ville, dans sa complexité, elle nécessite une expertise, elle nécessite aussi d'avoir des outils, et par exemple, l'agence d'urbanisme du Grand Nancy est aujourd'hui un outil performant, mais à l'époque, avoir des agences d'urbanisme, nous étions parmi les premiers. Et on a bien vu que là où il y avait une agence d'urbanisme, on ne faisait pas trop de fautes, de casting et en même temps d'orientation. Donc les outils, c'est les outils bien sûr. Les agences d'urbanisme, j'ai présidé au plan national la Fédération nationale des agences d'urbanisme. J'ai appris énormément de choses en parlant avec d'autres élus, d'autres directeurs d'agences d'urbanisme, parce que l'urbanisme aussi, c'est la comparaison. Et la comparaison, c'est les échanges, c'est recevoir, c'est envoyer des élus, envoyer des collaborateurs, voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on est en France, on est en Europe, et il y a beaucoup de choses qui doivent être découvertes et surtout partagées. À partir de ce moment-là, on peut s'intéresser, je dirais, à des grands projets, parce que des grands projets, quand vous prenez Rive de Meurthe, quand vous prenez Nancy Grand Cœur, quand vous prenez le Plateau, c'est pas des grands projets au sens technique, c'est des morceaux de ville avec des caractéristiques, et il faut que tout ça soit pris globalement, sociétalement en quelque sorte, pour qu'on puisse avoir la connaissance. En plus, souvent ça s'inscrit, comme c'est le cas sur le Plateau, dans des grands process, je dirais, urbanistiques nationaux. Il faut être au cœur. Quand en plus, après, vous voulez labelliser écoquartier, il y a encore toute une série de normes et il faut suivre l'évolution des textes et l'évolution, je dirais, des mentalités, des finances publiques, des finances privées. Bref, c'est une entreprise globale, j'insiste sur le mot global, qui doit nous permettre de progresser ensemble. Entrez, ne soyez pas timide. Le train serait déjà à Bar-le-Duc, là. Hein? Après, il faut convaincre politiquement et surtout bien expliquer aux élus des villes concernées, aux élus de l'agglomération. À l'époque, c'était un district quand on a commencé, puis c'est devenu une communauté urbaine, puis aujourd'hui l'échelon le plus, je dirais, élevé de coopération, c'est-à-dire une métropole, et il y a eu une grande clarification, je dirais, dans les délégations, dans les compétences, et l'urbanisme aujourd'hui est obligatoirement, naturellement aujourd'hui interurbain.
tout le monde s'attache à préparer son PLUI ou l'a déjà fait, on voit bien aussi que le territoire urbain a évolué. Alors les projets que vous avez choisis, n'ont pas choisi Rive de Meurthe, mais c'est là où j'ai rencontré Alexandre Chemetov. Je veux dire qu'il n'y a pas de, sans parler de connivence, il n'y a pas de bon projet durable s'il n'y a pas entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en chef, c'est-à-dire l'urbanisme, un respect, une réciprocité dans l'approche des questions, des échanges prolongés. Moi, je suis spécialisé dans ma vie estudiantine dans l'anatomie humaine. Ils m'ont appris à faire de l'anatomie urbaine. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça repose sur beaucoup de considérants qui sont, je dirais, convergents. Et puis Jean-Marie Dutilleul sont des femmes et des hommes, parce qu'il y a des équipes qui sont performantes urbi et torbi. Alexandre, il rayonne, il ne dit pas tout, mais il a beaucoup de grands chantiers. Quant à Jean-Marie Dutilleul, lui aussi, il a dû noter avec intérêt l'élection de la désignation de M. Farandou comme patron de la SNCF. On a toujours remarquablement travaillé avec la SNCF parce que quand on a un fleuve ferré qui déborde et la Meurthe qui déborde, et il faut résorber, je dirais, faire rentrer dans le lit ferré, dans le lit fluvial, ce qui aujourd'hui est fait et protège en quelque sorte la ville. Lorsqu'on a signé avec la Caisse des dépôts, le patron de la SNCF et nous, je dirais, l'accord durable sur Nancy-Grand-Cœur, on savait bien qu'on s'engageait sur des projets à 20 ans. Et que Jean-Marie Dutilleul, qui a cette longue, talentueuse expérience d'urbaniste des gares, nous avions besoin de quelqu'un qui ait d'ailleurs le réseau ou les relations avec l'ensemble des milieux SNCF. C'est pas facile, il y a beaucoup de directions, tout le monde n'est pas d'accord, mais on a surmonté. Puis il faut payer cher pour avoir les terrains parce qu'ils ne s'en sont jamais occupés. Grâce à nous, ils découvrent tout d'un coup que c'est une pépite. Alors là, les financiers de la SNCF se mettent en branle. Ils disent comment vous n'allez pas, ces pauvres types en province, là vous n'allez pas leur laisser des beaux terrains comme ça. À un moment, il a fallu se fâcher aussi parce qu'on n'est pas là pour dilapider l'argent, on est là pour jouer gagnant-gagnant avec la SNCF et avec la ville, la métropole. C'est donc ce que nous avons fait. C'est des beaux parcours. Et quand on dit on va faire de Nancy-Grand-Cœur un écoquartier, c'est ce que nous avons réussi à faire labelliser. C'est une autre étape de finition. Sur Rive de Meurthe, aujourd'hui, nous sommes dans l'innovation sur les projets urbains. À travers, tout est en place pour que ça avance. Et la Solorem, qui est le bras armé en quelque sorte de la métropole sur ces questions, Société d'économie mixte, a remarquablement fait son travail. Et heureusement que nous avons engagé tout cela, parce que par ailleurs la ville perd des habitants, et il faut compenser, je dirais, par ces secteurs progressivement habités. Voilà, chaque démarche de projet urbain, c'est une aventure complexe. C'est pas la même chose à Strasbourg, c'est pas la même chose à Metz, ils ont des terrains militaires, c'est pas la même chose à Reims, mais chaque fois il faut une forme, je dirais, de noyau germinatif entre les élus, les études, les urbanistes, la stratégie économique, et il faut rentabiliser parce que ça coûte beaucoup d'argent. Quand on a créé la ZAC sur la gare, mes collègues étaient un peu affolés en disant mais qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, on n'est pas prêt de rentabiliser. Quand après il a fallu prendre la décision de créer, de construire là où nous sommes aujourd'hui, nous étions isolés, personne ne nous a aidés, pas le département, pas la région, pas l'État. Il a fallu faire un chèque de 70 millions d'euros à l'époque et dire on va construire un outil formidable. Et Madame la directrice est parfaitement géré et attractif. Donc chaque fois, il y a un geste politique fort
Et le geste politique fort aux rives de Meurthe, c'était le curage de la rivière, la lutte contre les inondations. Et sur le plateau, c'était s'insérer dans les procédures nationales qui permettaient, je dirais, d'engager de manière longue et c'est pas fini. Il y a encore une belle partie du plateau qui doit être aménagée ou réaménagée. On est donc bien là au cas. Alors ce ne sont pas des lieux qui ont été choisis au départ. La ville n'est pas quelque chose qu'on remodèle comme ça du jour au lendemain. La ville, elle se reconstruit sur elle-même. Donc c'est d'abord les lieux de reconstruction ou d'adaptation qui deviennent naturellement les lieux où il y a, je dirais, la nécessité d'engager de grands projets. C'est valable pour le plateau, sauf que entre-temps, et vous allez voir le lien avec Nancy Grandcoeur, on a obtenu la création d'un nouvel établissement pénitentiaire à Nancy, qu'on a plutôt intelligemment inséré sur le plateau, parce qu'expliquer aux gens du Haut-du-Lièvre non seulement qu'ils étaient pauvres et quelquefois avec un quartier mal bâti, et qu'on allait encore leur mettre la prison de la ville, c'était des grands moments de bonheur et de partenariat. Mais on n'aurait pas dégagé la prison, on n'aurait pas fait Nancy Grandcoeur, parce que ça a amené un remaniement profond de tout ce secteur, avec la SNCF, avec la métropole, avec ce quartier, cet éco-quartier. On voit bien que l'enchaînement, et c'est ça, je dirais, presque le plaisir politique. Ben oui, il faut bien que ceux qui font de la politique, de temps en temps, sont souvent engueulés, prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. C'est mon cas dans le management urbain. C'est la manière de comprendre les moments pour faire, les acteurs avec lesquels on peut faire. C'est pas toujours facile avec les acteurs locaux. Combien de critiques on a eu d'architectes qui se prenaient pour des urbanistes, ou lorsque tout le boulot était fait, qui trouvaient naturel que ça leur retombe dans leur escarcelle. Ça a été le cas sur un certain nombre de dossiers, mais la vie n'est pas aussi simple ou simpliste que cela. Donc c'est du boulot, c'est de la responsabilité, c'est du risque, mais je pense qu'aujourd'hui à Nancy, que ce soit sur le plateau, avec à nouveau des engagements importants dans le cadre de l'ANRU pour finir le chantier, que ce soit sur Rive de Meurthe, là ça avance presque tout seul maintenant, ou que ce soit sur Nancy Grandcoeur, il y a de beaux projets. La seule chose que je trouve un petit peu difficile, et là il y a peut-être un problème, Jean-Marie, c'est que ce sont souvent, très souvent, des architectes talentueux qui ont fait les immeubles. Et personne ne le sait, et je pense que ces architectes feraient bien de revenir de temps en temps expliquer ce qu'ils ont fait a posteriori. Parce que c'est une des critiques, c'est pas la seule, mais le temps est en train de faire son œuvre, et moi ce qui est un bon baromètre, c'est le taux de location, d'achat et de mobilisation économique. Là, ça va plus qu'on ne pourrait presque fournir. Donc, c'est un bon baromètre. Mais la vie continue. Vous avez... la ville est en mouvement permanent. Les grandes métropoles, aujourd'hui, sont des lieux sur lesquels il faut s'engager au-delà simplement du territoire. Ce qui fait la force aujourd'hui, la construction humaine et urbaine, c'est le QI de base. C'est l'innovation intellectuelle, c'est la force des universités, et c'est surtout une nouvelle façon de travailler. Et je conclurai par là. Il faut aujourd'hui transversaliser complètement. Il faut... le choc des cultures doit être organisé. On installait il y a quelques jours la décision du projet TIGA qui va pendant 10 ou 15 ans sur l'ensemble de l'Est de la France avec la forêt, avec les écoles de formation, avec l'ensemble des professions autour du bois et autour de l'enseignement de la formation et de la recherche.
pendant 10 à 15 ans, développer un processus exceptionnellement fort et qui va abattre les cloisons des départements. La forêt ne connaît pas les limites départementales, et heureusement, par la route des crêtes, qui avait une signification militaire à une époque, on est bien sur un grand espace. Et la culture, c'est la première fois, j'ai un peu de bouteille sur le plan des grands dossiers nationaux, mais c'est la première fois que l'État, à travers des projets d'intérêt et d'avenir, mais ils n'ont pas été faits par n'importe qui. Ils ont été faits conjointement par Michel Rocard et par Alain Juppé. C'est eux qui présidaient cette commission, créée à l'époque par le président de la République. Et ces grands projets d'avenir, ça porte bien leur nom. Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'un des plus grands projets, avec 1200 communes, avec un management commun. C'est Michel Henrich et la métropole. Nous allons piloter, tout au moins, mettre sur pied les instruments de pilotage pour garantir cette cohésion territoriale. C'est ça aussi ce que je commence à appeler la nouvelle école de Nancy. C'est des modes de travaux, des modes de réflexion, des modes stratégiques. Quand on a la force que nous avons, par exemple, avec Artem et l'Institut Jean Lamour, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut à la fois innover, ne rien oublier de ce qui nous a été appris par les différentes personnalités qui, dans les siècles fin 19e, début du 20e, autour de Jean Prouvé, autour d'Henri Poincaré, autour d'une personnalité exceptionnelle, le doyen Parisot, qui était le fondateur de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons ce sens, je dirais, du temps long, de la recherche, des valeurs, et je suis en train de jeter les bases, non pas de refaire l'école de Nancy, mais de faire en sorte que nous puissions parler de nouvelle école de Nancy sur des thématiques qui ne sont pas l'architecture, qui ne sont pas, et ça n'enlève rien à ce qu'a fait Jean Prouvé, mais à travailler sur ce temps long, là où il n'y a pas de limite de frontières, là où on a une résonance qui dépasse bien souvent notre territoire, et où, on va fêter le 100e anniversaire de l'Office d'hygiène sociale. Henri Poincaré, n'en parlons pas, c'était un type surdoué, c'était le plus doué de la famille, parce que Clémenceau, qui était robuste dans ses réflexions politiques, et qui avait comme adversaire Raymond Poincaré, disait, la famille Poincaré c'est très bien, c'est dommage qu'il y en a un qui a pris toute l'intelligence. Oui, c'est rugueux aussi la politique, hein, mais ça donne aussi la force des choses. Et il y a dans cette ville, et je vais m'en occuper, beaucoup de talents qu'il faut savoir faire travailler ensemble. Je vais descendre de charges et de fonctions à la métropole, mais on n'a jamais eu autant besoin. Ce qui me passionne, c'est la philosophie politique, c'est l'organisation des êtres et des choses, et c'est la production d'idées. Donc, venez faire un forum tous les ans, on vous tiendra au courant.